All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. On va directement commencer par le lore post de mardi et vous allez comprendre pourquoi après. Ce lore post a livré quelques détails sur l'histoire de la colonisation de l'espace par l'humanité. Quand les humains ont commencé à quitter le système Sol durant le 22e siècle, il y a eu de nombreux litiges concernant l'acquisition de terrain qui se sont parfois transformés en affrontements violents. La Terre était surpeuplée et l'humanité voulant en partir rapidement. Les gouvernements des différentes nations ont commencé à travailler ensemble pour trouver une solution au problème, mais toutes se montraient méfiantes les unes envers les autres, craignant que les nations les plus puissantes réclament des territoires plus importants. Cette méfiance les empêcha de trouver un accord et permit à la situation de s'aggraver. De nombreux rapports indiquent que des mineurs sabotaient les installations de leurs concurrents, et avec la terraformation de Mars, la possession de terrain était devenue un marché à part entière, avec des spéculateurs prêts à tout pour posséder la moindre parcelle de terrain rentable. Un historien a d'ailleurs surnommé cette période la diaspora rouge, pas seulement en raison du cadre martien, mais aussi pour les actes violents que cela a engendré. Après la découverte du système Crosshaw, le Freeman Act fut signé afin de réguler les revendications de terrain dans ce système et organiser la résolution des litiges de façon officielle. Ce fut une réussite, si bien que lors de la création de l'UNE en 2380, une agence de gestion des terrains fut fondée afin de s'occuper de ce sujet. Évidemment, certains colons préférèrent contourner le système et s'installer illégalement. Les sanctions dans ce cas-là étaient souvent considérées comme beaucoup moins handicapantes que de suivre le protocole, remplir la paperasse et attendre une réponse pendant des mois. Pour une entreprise, cette attente pouvait constituer un manque à gagner énorme. Évidemment, un incident finissa par se produire et j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. En 2530, Gaia Planet Service découvrit le système Pallas et décida de ne pas attendre la bureaucratie pour terraformer une de ses planètes. La suite on la connaît. Ce système appartenait aux Shi'an qui ont débarqué, ont pris en otage les employés et ont accepté de les libérer contre tout un tas de renseignements sur l'humanité, ce qui a mené à une guerre froide. Du coup, quand Ivar Messer est arrivé au pouvoir en 2546, l'une de ses premières mesures fut d'instituer l'obligation de s'enregistrer auprès de l'agence de gestion des terrains pour quiconque voudrait s'installer quelque part. Et les terrains seraient attribués par l'agence à ceux qui en feraient la demande, sans forcément attribuer un terrain à celui qui l'aurait découvert. Il est rapidement devenu évident que l'agence pratiquait des traitements de faveur pour les fidèles au régime Messer. Au XXe siècle, le poste de directeur de cette agence était l'un des plus convoités de l'Empire, en raison des pots de vin généreux qu'offraient les grosses entreprises aux directeurs successifs. À la fin de l'ère Messer, en 2792, le nouveau gouvernement en place tenta de redorer le blason de l'agence, mais les affaires de corruption y étaient toujours courantes. En 1861, le journal Terra Gazette révéla comment l'agence continuait de favoriser les grosses entreprises et les plus riches au détriment des citoyens les plus modestes. L'affaire fit tellement de bruit que des membres du gouvernement furent obligés de démissionner, et le géant Shobin Interstellar dut rétrocéder plusieurs des terrains qui lui avaient été accordés. Au final, le Sénat décida de faire table rase et ferma complètement l'agence le 21 novembre 2862 pour la remplacer par un autre organisme, l'Agence pour le développement planétaire. Son objectif était évidemment de remplir la même mission avec moins de corruption et plus de transparence, ce qu'elle a pu prouver à merveille lors de la vente des planètes du système Staunton aux entreprises Hearthstone, ArcCorp, Crusader et Microtech. Plus récemment, l'Agence pour le développement planétaire a mis à la vente de nouvelles parcelles de terrain à travers l'espace de l'UE, ce qui tombe à pic pour Consolidated Outlands qui vient de commercialiser le Pioneer. Le Citizen of the Stars de lundi a enfin été vraiment intéressant. Plutôt que de répondre à la va-vite au maximum de questions, Discolando et Will Maiden ont décidé de répondre à une question pleinement en nous le montrant en jeu. On a donc une courte présentation de 8 minutes sur l'achat, le transport, la récupération et la vente de marchandises. On n'a rien appris de vraiment nouveau durant cette présentation, mais le lendemain, on a eu droit à un live d'1 heure durant laquelle les abonnés ont pu poser des questions concernant toutes les mécaniques de cargo et sur l'économie. Pour la 3.0, les marchandises apparaîtront instantanément dans votre vaisseau une fois achetées, mais plus tard, il y aura un laps de temps durant lequel le chargement s'effectuera. Ils aimeraient rendre ces phases de chargement et de déchargement réels avec des PNJ, des drones ou des rayons tracteurs qui effectueront vraiment le travail, mais ça va poser beaucoup de problèmes. Déjà, ce sera difficile de programmer une tâche aussi complexe en prenant en compte le fait que des joueurs mal intentionnés pourront interférer dans le processus. Mais surtout, pour des vaisseaux géants comme ceux de la gamme Hull, le chargement et le déchargement pourront prendre des heures. Et surtout, il faudra des endroits spécifiques pour ça. Si vous voulez décharger le contenu d'un Hull E à Port-Olissard, ça sera clairement pas approprié. Du coup, pas sûr que tout ça soit vraiment amusant pour les joueurs. Je me demande même si c'est pas quelque chose qu'ils vont abandonner, mais on verra bien. En tout cas, pour soulever les plus grosses caisses de marchandises, l'idée actuelle est d'avoir des rayons tracteurs et pourquoi pas un petit rayon tracteur fixé sur un pistolet multifonction. Pour ce qui est de la persistance du cargo après la déconnexion, cela dépendra des instances et de votre vaisseau. Si vous laissez une caisse à un endroit, que vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez, la caisse sera toujours là si par chance vous retombez dans la même instance ou si elle est dans votre vaisseau. Ils sont en train de chercher des solutions pour ne plus avoir d'instance du tout, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. On pourra ramasser des caisses de marchandises dans les épaves, mais ils ne savent pas à quelle fréquence ces caisses réapparaîtront. Ça dépendra certainement de la quantité de marchandises en circulation dans l'économie. Si quelqu'un se trouve dans la soute de votre vaisseau quand vous achetez du cargo, eh bien la quantité de place disponible sera réduite.
La partie de la soute où se trouvera le joueur ou bien un véhicule comme un rover ou une motojet sera considérée comme occupée et vous ne pourrez pas y charger des marchandises. Donc vous vous retrouverez devant le terminal d'achat avec indiqué sur l'écran moins de capacité de soute que ce que vous êtes censé avoir. Le joueur dans la soute pourra se retrouver piégé au milieu de la cargaison, mais il ne pourra pas être tué par le chargement. Ouais bon, on est d'accord, ça va donner des situations complètement absurdes et créer pas mal de fou rire. Ils savent très bien que les joueurs vont faire les cons avec les caisses de marchandises et du coup ils sont en train de chercher des solutions pour empêcher les gens de bloquer les portes et les couloirs avec. Le LC est en cours de production et sera mis en vente le 30 novembre en même temps que les autres vaisseaux du constructeur MISC. Ce sera le premier vaisseau de cette gamme, les autres suivront plus tard. Il sera possible d'ouvrir les caisses de marchandises et en sortir le contenu pour les mettre dans notre inventaire, mais ça sera pour après la 3.0. Vous pourrez placer vos caisses de marchandises sur les grilles prévues pour dans vos vaisseaux, mais vous pourrez aussi les placer n'importe où. Mais ça sera déconseillé car elles ne seront pas fixées au sol et pourront très bien être ramassées par d'autres joueurs ou être abîmées pendant le trajet. Pour le moment, comme on ne peut pas déplacer les grosses caisses de marchandises, quand on détruira un vaisseau qui en aura, cela transformera ces caisses en petites caisses transportables à la main. D'ailleurs, les caisses de marchandises sont pour le moment indestructibles, à moins de détruire le vaisseau où elles se trouvent, auquel cas un pourcentage important de la cargaison sera détruit. Il n'y a pour l'instant pas de moyen pour transférer de l'argent entre joueurs, donc ils ne savent pas comment on se partagera les bénéfices au sein d'un équipage. Pour l'instant, prendre la marchandise d'un autre joueur ne fait pas de vous un criminel, car il n'y a pas de notion de propriétaire sur les caisses. En revanche, concernant les vaisseaux, c'est déjà plus évolué. Il y aura une notion de propriétaire légal et de propriétaire physique. Si on vous vole votre vaisseau, vous en serez toujours le propriétaire légal, mais vous ne pourrez plus le faire apparaître et vous pourrez en demander un autre via l'assurance. Pendant ce temps, le voleur qui aura votre ancien vaisseau sera son propriétaire physique. Il ne pourra pas faire jouer l'assurance, il se verra refuser l'accès aux plateformes d'atterrissage par les contrôleurs aériens, et s'il se déconnecte après l'avoir abandonné n'importe où, ou bien s'il le détruit, alors il perdra définitivement ce vaisseau. Il pourra le conserver seulement dans la soute d'un de ses vaisseaux. Pour finir, à l'avenir, l'Aurora aura ses caisses de cargaison à l'extérieur, mais pour le moment ça n'est pas prêt. Donc pour l'instant, il est possible de transporter du cargo avec l'Aurora, mais ça ne se voit pas physiquement. L'émission de Bugsmatchers de mercredi a présenté la résolution d'un bug dont on avait entendu parler il y a quelques semaines. Lorsque vous faisiez jouer l'assurance pour récupérer votre vaisseau, celui-ci réapparaissait sans porte, sans siège, sans train d'atterrissage, sans tableau de bord, bref, dans un état inutilisable. J'avoue avoir moyennement compris les explications de Spencer Johnson. Il explique qu'un vaisseau et les éléments qui le composent sont organisés sous forme d'arbres. En informatique, quand on a besoin de parcourir ce genre de structure de données, sur un nombre de sous-niveaux indéterminé, on utilise une fonction récursive. Une fonction récursive, c'est un morceau de code qui, à un moment donné, va s'ordonner lui-même de se réexécuter. Donc quand ce morceau de code finit d'exécuter son traitement sur un élément donné, il s'exécutera par lui-même sur l'élément enfant, puis sur l'autre élément enfant, les petits-enfants, etc., jusqu'à avoir parcouru l'intégralité de l'arbre de données. Cette fonction est utilisée pour enregistrer un vaisseau dans la base de données d'un joueur quand il l'obtient, et apparemment jusque-là, c'était pas utile de savoir à chaque exécution de la fonction quel était l'identifiant du parent de l'élément sur lequel la fonction s'exécute. Mais dans le contexte de faire apparaître un vaisseau pour l'assurance, si. Donc il a dû modifier un peu la fonction pour récupérer cet identifiant et le fournir à cette même fonction lorsqu'elle sera appelée pour s'exécuter sur un élément enfant. Visiblement ça a fonctionné puisque son Cutlass Black est ensuite apparu totalement équipé. La grosse nouvelle de ce jeudi, ça a été l'annonce de la sortie de la 3.0 sur le PTU. Je fais malheureusement pas partie des heureux élus qui ont reçu une invitation, donc des vidéos de la 3.0 sur cette chaîne, c'est pas pour tout de suite. Pour ceux qui ne le savent pas, PTU est l'acronyme de Public Test Universe. C'est le nom donné aux serveurs de CIG où ils déploient leurs futures mises à jour à un nombre de joueurs plutôt restreint, par vagues de joueurs successives, pour effectuer des tests à grande échelle avant de déployer ces mises à jour sur le serveur accessible à tous. Pour l'instant, les joueurs qui ont pu y avoir accès sont les Evocati, évidemment, les abonnés qui donnent chaque mois un peu d'argent pour financer la production des vidéos produites par CIG, et les joueurs qui ont dépensé plus de 1000 $ dans le projet. Autrement dit, si on en est arrivé à cette étape, c'est que c'est extrêmement bon signe. On peut peut-être même espérer avoir la 3.0 cette année. Vraiment. Les équipes de CIG sont donc actuellement en repos bien mérité, et du coup l'émission de jeudi est revenue seulement sur les bugs résolus pour le passage vers le PTU. Ils ont refait des tests sur tout le gameplay d'achat et de vente de marchandises afin de s'assurer que les terminaux des boutiques fonctionnent correctement et que l'économie s'équilibre correctement au fur et à mesure de l'offre et de la demande. Très peu d'informations sur l'émission, hormis que Miles Eckhart et Ruto sont en train de subir des tests auprès de l'équipe QA. Beaucoup plus d'informations en revanche sur les vaisseaux. Ils ont réglé les problèmes concernant les phares des vaisseaux qui ne s'allumaient pas la nuit, mais ils sont toujours en train d'équilibrer la distance d'éclairage et la luminosité. Ils ont aussi mis en place très rapidement une fonctionnalité permettant de grouper les différentes sources lumineuses d'un vaisseau et permettre à un joueur d'allumer ou d'éteindre ces groupes de lumière via une touche. Désormais les lits fonctionnent et si vous vous y couchez avant de vous déconnecter, vous réapparaîtrez à cet endroit la prochaine fois. Ils sont en train de repasser sur tous les lits présents dans le jeu pour ajouter des points de réapparition. Ils vont aussi refaire une passe sur l'équilibrage des composants d'un vaisseau afin qu'on puisse régler correctement la puissance attribuée aux boucliers, aux armes et à la propulsion. Ils ont également corrigé un bug où les indicateurs de tir n'étaient plus du tout fonctionnels après un saut quantique. Ils ont eu aussi un bug concernant le niveau de détail des vaisseaux qui était toujours faible même à courte distance, mais ça a été vite réglé par les ingénieurs de l'équipe de build. Concernant les mécaniques de vol, ils sont revenus sur les correctifs qu'ils ont apportés aux motojets, au vol atmosphérique et au saut quantique dont les effets visuels sont maintenant basés sur la vitesse qui sera proportionnelle à la distance à parcourir, mais ça on le savait déjà.
Il y a quelques semaines, ils avaient parlé de points précis de l'espace autour des planètes, permettant de faire des sauts quantiques courts autour de ces planètes. Ces points ne seront plus disposés à la main mais générés dynamiquement en fonction de la position du joueur. Vous pourrez choisir ou non de les afficher afin de ne pas surcharger votre interface avec ces destinations plutôt proches quand vous voudrez sauter vers des destinations plutôt lointaines. Ils ont également corrigé des bugs rapportés par les Evocati comme quoi les motojets se retournaient ou bien se retrouvaient subitement propulsés dans les airs comme on a pu le voir à la CitizenCon. Concernant l'avancement sur le Mobiglass, ils ont commencé par nous parler d'un sujet qui n'avait pas été abordé depuis longtemps, le scanner, et plus précisément le rendu visuel des informations du scanner. Ils sont en train d'essayer de développer une solution la plus générique possible pour pouvoir afficher ce que fait le scanner, dans quelle direction il travaille et à quelle distance, et surtout afficher ce qu'il détecte, vaisseaux, débris, points de saut, planètes, etc. C'est un challenge pour eux car ce système doit être fait de sorte à permettre encore d'autres choses à l'avenir, comme par exemple afficher le résultat des scans de soutes par la police. C'est également compliqué d'afficher toutes ces données sans trop surcharger l'interface du joueur. Pour ce qui est de la Star Map, il reste encore quelques bugs mineurs à corriger et la transition entre le radar et la map s'effectue désormais correctement. Même chose pour le gestionnaire de mission, plus que quelques bugs mineurs à traiter durant les prochaines semaines. Enfin, pour ce qui est des performances, on a des chiffres intéressants. Ils ont pu faire monter le nombre de joueurs à 60 sur un serveur des Evocati et à 128 en interne. Les optimisations faites notamment sur le code réseau et les variables sérialisées ont permis d'avoir 30 FPS stables, voire 40 ou 50 dans les zones moins peuplées. Ils ont encore pas mal de crash mais plutôt difficile à reproduire, donc ils espèrent que la grande quantité de retours via les joueurs du PTU va les aider à régler ça. Vendredi, ça a été le départ de la semaine de vente des vaisseaux et ça a commencé avec le constructeur Anvil. Chaque jour sera consacré à un constructeur différent sauf pour les 3 derniers jours où tous les vaisseaux seront achetables. Et si j'ai bien compris, il y aura chaque jour une vidéo assez longue pour présenter les différents vaisseaux en cours de fabrication par les différents constructeurs. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le financement a largement dépassé les 165 millions de dollars et d'ici la fin de la semaine, vu comment cette vente a rapporté au cours des dernières années et vu le succès que va avoir la 3.0 sur le PTU, on peut facilement tabler sur 170 millions de dollars d'ici le 4 décembre. Enfin, cette semaine, on n'a pas eu de mise à jour concernant le nombre de bugs restants, mais comme je l'ai dit plus tôt, les développeurs sont en congé, donc faut imaginer que ce chiffre a pas trop baissé et peut-être même qu'il a augmenté avec les retours des testeurs du PTU. Pour finir, autre détail un peu à part, mais le subreddit Derek Smart, qui archivait la quantité colossale de conneries que ce mec a pu dire, a fermé. Les modérateurs ont estimé qu'on est rendu à un point où ça servait plus à rien et où c'était même contre-productif. D'un côté, Star Citizen est arrivé à un état de maturité suffisant pour prouver par lui-même ce qu'il vaut et qu'il peut devenir une réalité. Et de l'autre côté, ce cher Derek a déblatéré tellement de merde quotidiennement au cours de ces dernières années que ça sert plus à rien d'en archiver encore un peu plus pour prouver encore plus son absence totale de crédibilité. Il est déjà hors d'état de nuire et en fait ça lui fait de la pub. Alors autant fermer cette dernière tribune qui lui donnait encore un peu d'écho et le laisser s'évanouir dans la nature. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais voir de quoi est composé le contenu de la semaine prochaine, mais je sais pas si je parviendrai à traduire la totalité de toutes les vidéos qu'ils vont faire pour chacun des constructeurs. Je verrai. Sur ce, je vous laisse, je vais aller installer ces 2 jolis bébés dans leur chambre et je vous dis à samedi prochain. Et d'ici là, essayez de pas claquer toute votre thune dans Star Citizen et pensez à vos cadeaux de Noël. Allez, salut les citoyens.